Bonjour à tous, je suis Valentin, développeur chez Anybox. Anybox, c'est une ESN, c'est une boîte de pythonistes passionnés. J'avais envie de faire cette série de vidéos qui aura pour vocation de vous apprendre le hacking, le test d'intrusion, ou pen test pour penetration testing. J'ai tourné 2 vidéos où j'expliquais les différentes étapes d'un pentest de manière un petit peu méthodique, avec des slides bien rédigés, avec des schémas. Et je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça super chiant. Et ce que j'ai décidé de faire, du coup, c'est d'articuler mes explications autour de live coding, autour d'attaques que je mènerai en live. Première chose, à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes développeur. Pour comprendre ce que je vais raconter dans cette première vidéo, il faudra avoir au moins des notions de Python. Et je pense pour la prochaine, j'exploiterai une faille XSS. Ce sera bien au moins d'avoir des notions de JavaScript. Aujourd'hui, je vais parler de la première phase d'un pentest, qui est la phase de reconnaissance. Donc on va coder des outils qui vont nous être utiles pour cette phase de reconnaissance. La phase de reconnaissance, c'est quand on débute un pentest, on veut prendre le maximum d'informations. Avant même de trouver des vulnérabilités, on veut toutes les infos possibles sur notre cible. Ça va être toutes les requêtes où il y a des paramètres, énumérer les différentes versions des softs qui tournent sur la machine cible, trouver des sous-domaines, trouver des logins pour mener des attaques par dictionnaire au cas où il y a une politique de mot de passe assez faible. Notice préalable. Il y a un truc qui va sans dire, et pourtant je le dirai à chaque début de vidéo. On peut faire des choses illégales avec tout ce que je vais vous apprendre. C'est possible. Mais soyez pas cons, c'est pas sympa, c'est dangereux, et c'est complètement inutile. Si vous voulez vous essayer au pentest, si vous voulez chercher et exploiter même des vulnérabilités sur des grosses boîtes, il existe HackerOne. C'est une plateforme de bug bounty. C'est la plus grosse, hein, mais il y en a d'autres. Le bug bounty, c'est de plus en plus des moins grosses entreprises qui demandent aux hackers de chercher des vulnérabilités sur leur système. En échange de rapports de ces vulnérabilités, ils versent des sommes parfois assez importantes d'argent. Là, on peut le voir, 15 000 balles, 11 000 balles, 3 000 balles. Ça peut être assez lucratif. De mémoire, le plus gros bounty que j'ai vu être versé sur HackerOne, il s'élevait à... Je me rappelle plus du montant exact, mais c'était de l'ordre de 100 000 dollars, donc ça peut être vraiment assez énorme. Aujourd'hui, donc, on va coder 2 outils. Une application web, de manière très schématique, ça fonctionne de la manière suivante. Le navigateur envoie une requête au serveur. Le serveur, il fait ses petits trucs de serveur, hein. Il va exécuter du code. Il va demander des trucs à une base de données ou à d'autres serveurs au cas où il utilise des API tierces ou si on est dans le cadre d'une application où il y a des microservices. Et il va renvoyer au navigateur du code HTML et du JavaScript. Bon, ça peut être autre chose, ça peut être du web service. On va pas en parler pour l'instant. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre un script Python entre notre navigateur et notre serveur. Donc, ce sera un proxy local afin de loguer tout ce qui se passe, avoir une liste de requêtes avec des paramètres dans lesquels on pourra essayer d'injecter des choses. Aussi, on le verra dans une future vidéo, modifier des requêtes en temps réel, ça pourrait être utile dans certaines attaques. Le deuxième outil qu'on va coder, c'est un outil qui nous permettra d'énumérer des fichiers. Les applications PHP, on aime bien trouver ça quand on est pentester. Parce que PHP a une particularité par rapport à Python ou à Ruby par exemple, c'est que quand un fichier PHP, donc qui a une extension PHP, PHP3, PHP5, PHTML, il y en a plusieurs. Donc quand un fichier a une extension PHP et qui est accessible par une requête HTTP, le serveur va considérer que c'est un fichier exécutable, il va l'exécuter, il va exécuter du code. Si on a affaire à des développeurs assez peu prudents qui laissent traîner des infos, des tests, test 1, ce genre de choses sur le serveur, en tant que pentester, ça pourrait nous être utile. Le principe sera assez simple, hein. Quand on a typiquement index.php, le serveur devrait nous envoyer un code 200 et le contenu de la page. Si on demande un fichier qui n'existe pas, par exemple .php, il devrait nous envoyer une 404.
On va coder des outils donc à la main, mais il faut savoir que la plupart, si ce n'est la totalité des pentesters, utilisent Burp. C'est un outil qui est assez génial, j'en parlerai dans une future vidéo, mais je pense que déjà c'est plus instructif de faire tout à la main au départ. Et Burp, même s'il y a une version community gratuite qui permet de faire des opérations basiques, la version complète, qui vraiment peut nous être utile en tant que pentester, elle est payante. Donc tout coder à la main en Python, ça peut être bien. Je vais m'attaquer à cette application que j'ai mise en place sur un serveur. C'est un PHP-BB2, une ancienne version de PHP-BB, un forum de discussion. A priori, il n'y a pas de vulnérabilité parce que c'est une codebase qui est assez mature. Il y a peut-être des vulnérabilités, mais elles ne seront pas triviales à trouver, donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai rajouté moi-même. Ce PHP-BB2 nous servira de cible pour tous les exemples dont il sera question dans cette série de vidéos. Je vais donc me placer dans un répertoire live dans lequel je mettrai tout le code que je coderai au cours de cette vidéo. Je vous donnerai le lien en description du repo GitLab sur lequel tout ce que je vais faire dans ces vidéos vous sera accessible. Je vous invite à jouer avec le code. Première chose qu'on va faire, c'est installer des bibliothèques qui nous seront utiles. Request, c'est une bibliothèque qui permet de faire des HTTP assez simplement. Reach, qui permet de mettre de la couleur dans le terminal. Et Fire, ce qui permet, je vais vous montrer comment dans un instant, de faire des applications terminales. Installer ces bibliothèques. Donc on va commencer par créer notre fichier Toolbox, notre boîte à outils de pentester. Et ensuite, on importe les bibliothèques dont on va avoir besoin. C'est l'occasion de vous montrer Fire et Reach, donc deux des bibliothèques qu'on va utiliser. Le principe de fonctionnement de Fire, c'est avec un simple décorateur au-dessus de notre classe, on crée des méthodes. Donc juste comme ça, grâce à ce décorateur, on va rendre notre fichier exécutable. On met le nom de la méthode, nos arguments, et on a une application terminale. Comme je vous le disais, on va coder aujourd'hui un proxy local. Un énumérateur de fichiers. Et un truc qui va être assez utile, quand on trouve un test.php, la plupart du temps, il va réagir à des paramètres qu'on va lui passer. Et en plus de l'énumérateur de fichiers, on aura envie d'avoir un outil pour essayer de découvrir des paramètres get ou post qui vont se faire comporter les applications qu'on essaiera d'attaquer d'une manière pas prévue par les développeurs. Commençons par le proxy. On va créer un fichier proxy.py. Faire un proxy HTTP local en Python, c'est assez simple. Dans la librairie standard de PHP, on a tout un tas de trucs qui permettent de faire des serveurs HTTP. On va utiliser ça. On peut assez simplement transformer ça en un proxy local. Donc on importe une dépendance, on crée un handler qui va gérer nos requêtes. Alors là, j'ai créé une fonction qui va lancer un serveur HTTP qui va écouter sur la boucle locale, sur le port qu'on lui aura donné en paramètre. À n'importe quelle requête GET, il renverra coucou. C'est un serveur HTTP en Python très basique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est importer proxy. Quand on va appeler notre script Toolbox et qu'on va lui passer en paramètre proxy et un numéro de port, on devrait avoir un serveur HTTP qui, à toutes les requêtes GET, nous renvoie coucou, qui, on ne va pas se le cacher, est complètement inutile. Donc on a un serveur HTTP qui renvoie coucou, on est content. L'étape suivante, c'est d'installer l'extension Foxy Proxy ou une autre de ce type si vous avez envie, qui va nous permettre d'utiliser ce serveur comme un proxy. J'ai configuré donc un proxy de type HTTP sur la boucle locale, sur le port 8081. Je vais lancer mon proxy, je vais retourner sur mon navigateur, j'active le proxy. Et là, ce qui se passe, c'est que quand j'essaye d'accéder à mon application, il me dit « Coucou ». Nous, ce qu'on veut, c'est que ce serveur HTTP nous serve de relais, c'est-à-dire que les requêtes entrantes aillent vers le serveur de destination
et que le navigateur reçoive ce qu'a renvoyé le serveur. On va donc virer tout ça. L'URL complète rentrée dans le navigateur, on peut la trouver dans self.pass et les headers envoyés par le navigateur de la même manière, on peut les trouver dans self.headers. Ou donc on veut faire cette requête vers le serveur de destination. On va utiliser la bibliothèque request. À ce stade, notre proxy a reçu la requête, il relaie la requête vers le serveur de destination et on va envoyer donc au navigateur ce que nous a renvoyé le serveur. Récapitulons, on récupère l'URL envoyée par le navigateur ainsi que les headers. On relaie la requête au serveur de destination. On envoie le code de réponse envoyé par le serveur. Dans la réponse du serveur, on a des headers. L'objet headers, il se comporte comme un dictionnaire, donc si on fait item, sachant que self.sendHeader, il attend le nom du header et le contenu en faisant item et en utilisant l'opérateur étoile. On donne bien à manger à sendHeader ce qu'il a envie de recevoir. On fait nHeader qui, dans le protocole HTTP, correspond juste à un double retour à la ligne. On renvoie au navigateur le contenu, donc le corps de la réponse. On ferme le flux et c'est tout bon. On relance notre proxy et hop! Ce qui se passe donc à ce moment-là, c'est que du point de vue du navigateur, on accède au serveur si on y accédait directement. C'est complètement transparent. Mais toutes nos requêtes passent par là. Ce que ça va nous permettre de faire, et je vais m'arrêter là sur cet outil aujourd'hui, c'est à cet endroit-là du code, ici, on va pouvoir loguer toutes les requêtes sortantes dans une base SQLite par exemple. Ça pourrait être assez utile de faire passer ça par une expression régulière parce que les chemins des images, les fichiers CSS, on s'en fout un petit peu. Essentiellement, ce qu'on va vouloir loguer, c'est les requêtes dans lesquelles il y a des paramètres. On va s'arrêter là en ce qui concerne le proxy local pour cette vidéo. Rapide interlude. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie, mais le fichier sera sur le repo. Je pense que ça peut être bien pour vous de mettre un peu les mains dans le cambouis. C'est seulement si vous avez envie, je le ferai dans les prochaines vidéos. Afin que cet outil soit fonctionnel et utilisable en conditions réelles, il reste les éléments de cette to-do list à implémenter. Premier point, il faut loguer les requêtes. Vous pouvez utiliser la méthode de votre choix, moi je vous conseille SQLite. Second point, on veut implémenter un mécanisme pour filtrer les requêtes qu'on va loguer et loguer uniquement celles où il y a des paramètres. Troisième point, il faudra implémenter la même chose pour les requêtes POST et plus largement toutes les méthodes HTTP. Et enfin, dernier point, dans le monde réel, on ne va jamais rencontrer de site en HTTP. Il faudrait faire en sorte que ça fonctionne avec du HTTPS. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai. On va passer à l'énumérateur de fichiers. Le principe de fonctionnement va être assez simple, ce sera juste une attaque par dictionnaire. Ici, j'ai une word list. Petite parenthèse Linux, si pour afficher des fichiers dans la console, vous utilisez cat, il y a plus court. Simplement chevron ouvrant et votre fichier. Alors là, on a un dictionnaire qui est assez court parce que c'est pour l'exemple, mais en général, on va vouloir utiliser un truc beaucoup plus long, avec quelque chose de l'ordre de 50 000 lignes. Avec du multithreading, c'est assez rapide. On crée donc notre fichier discover.py. La première méthode qu'on va créer, c'est une méthode qui teste si une URL renvoie ou non une 404. Très simplement, une seconde méthode qui va nous être utile, un itérateur va nous permettre d'itérer sur les entrées de notre word list. Petite précision, cet opérateur, le Walrus Operator, a été introduit dans la 3.8. Si vous essayez d'exécuter ça avec une version antérieure à la 3.8, ça va vous lever une syntaxe error. Le strip est important. Quand vous faites readline, il va vous envoyer aussi le retour à la ligne, donc ça va faire une erreur. Maintenant qu'on a nos méthodes utilitaires, on va coder la méthode discoverFiles. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais je vous encourage à toujours tester votre code. Pour l'instant, on va faire des tests assez rudimentaires. En théorie, index.php devrait exister.
.php devrait ne pas exister. On crée notre itérateur d'URL, on lui passe le file path de notre dictionnaire, comme préfixe l'URL de la cible, et un suffixe qui en l'occurrence sera .php. Le principe est simple, on itère sur nos URL, on teste si on n'a pas une 404, si c'est le cas on affiche un joli message avec de la couleur. Ça c'est cadeau. On peut accomplir exactement la même chose de la manière suivante. Ce qu'on veut faire ensuite, c'est implémenter cet outil dans notre toolbox. On exécute toolbox.py avec comme premier argument le search files, en second argument le chemin de la word list, en troisième argument la target, donc notre cible, et enfin le suffixe, en l'occurrence l'extension des fichiers qu'on va chercher. On a trouvé deux fichiers, test2.php et search.php. Search.php va pas trop nous intéresser. A priori, c'est un fichier de PHP-BB. Test2, c'est beaucoup plus intéressant. C'est un fichier de test laissé par un développeur, peu prudent, en l'occurrence moi. On va sur test2.php, on affiche la source et il n'y a pas grand-chose. Mais ce qu'on va se dire en tant que pentester, c'est qu'a priori, le développeur, il voulait faire un truc. Il y a quelque chose qu'il voulait tester. Et du coup, l'étape suivante, ça va être d'appliquer le même procédé que pour chercher des fichiers, mais essayer de lui donner à manger des paramètres get. Ça peut être fait aussi avec du post. Enfin, il y a tout un tas de trucs à faire. Pour l'instant, je vais me limiter au get. Pour chercher des paramètres get, on va partir du postulat suivant. Si un paramètre get est pris en compte, ça va changer la longueur du corps de la page. On va coder une nouvelle fonction utilitaire. Fonction utilitaire assez simple qui nous renvoie le nombre de caractères dans le corps de la réponse. Explication de code. Le contenu des paramètres get qu'on va donner à la page, c'est bien de mettre ce genre de caractères. Simple quote, point virgule, chevron fermant, backslash. La raison, c'est que ça peut provoquer des bugs. Si par exemple ça passe dans une requête SQL, dans cette liste, il y a des paramètres get qu'on va tester qui n'existent très probablement pas. Ça va nous permettre de tester si en lui donnant à manger des paramètres get qui n'existent pas, la page se comporte d'une manière différente. La première chose qu'on va tester, c'est notre hypothèse de départ, qui est qu'on peut tester l'existence d'un paramètre get en se basant sur la longueur de la page. On établit une baseline, c'est-à-dire on va chercher la longueur du corps de la page de base. Ensuite, on va itérer sur nos paramètres qui n'existent probablement pas, voir si la page a la même longueur. Si c'est le cas, on va essayer avec les mots qui sont issus donc de notre word list. J'ai construit donc mon itérateur d'URL. En préfixe, je lui passe la target avec un point d'interrogation pour signifier qu'on passe des paramètres get. Et en suffixe, j'ai un égal pour signifier que c'est donc la valeur du paramètre get et notre payload, qui est donc cette soupe de caractères. Dernière étape, donc, j'itère sur mes URL, et si la longueur du corps de la réponse a changé, je considère que c'est un résultat positif. Et youpi, ça a fonctionné, on a un positif. Apparemment, le paramètre getText est pris en compte et on va voir dans notre navigateur
qu'est-ce que ça donne? Donc on lui donne n'importe quoi, et comme on peut le voir, le paramètre get est affiché. On lui met donc bonjour, et comme on peut le voir, le paramètre get est reflété. Il est affiché dans la page tel quel. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça va nous permettre de faire, si jamais le développeur affiche en brut le paramètre getText, c'est, voyons si ça marche, hello. Et ça fonctionne. On a pu injecter une balise script. Et si tout va bien, on peut exécuter du code JavaScript. Je vais vous montrer comment l'exploiter dans la prochaine vidéo. A priori, les 3 ou 4 prochaines vidéos seront sur le sujet des XSS. Dans la première, je vous montrerai une exploitation basique d'une faille XSS, donc la plus typique, celle qu'on pourra le plus souvent rencontrer en conditions réelles. Dans la vidéo suivante, je vous montrerai des méthodes un petit peu plus avancées et j'essaierai de démontrer le potentiel de ce type d'attaque qui est absolument monstrueux. Dans la vidéo encore suivante, donc la 3e sur les XSS, je vous expliquerai comment sécuriser vos applications et je vous expliquerai comment ne pas sécuriser vos applications. C'est-à-dire que je ferai le tour de méthodes qu'on rencontre assez souvent dans du code, censées prévenir ce genre d'attaque, mais qui en fait ne marchent pas tout le temps. Donc je vous expliquerai comment contourner toutes ces méthodes de protection. Dans une dernière vidéo sur les XSS, je vous raconterai une exploitation hyper intéressante que j'ai pu faire en conditions réelles, dans le cadre d'un bug bounty, sur HackerOne d'ailleurs. Et c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!